Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre émission hebdomadaire dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Alors édition cette fois-ci du vendredi 23 octobre, puisque nous avons changé d'horaire. Désormais, nous proposons de nous retrouver non plus chaque lundi, mais chaque vendredi, afin que vous puissiez bénéficier de notre émission pendant le week-end, évidemment sur YouTube et sur notre site Informatique News. En attendant, sans plus attendre, on commence par débattre de l'actualité avec, comme chaque semaine, Guy Hervé, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on parle d'un acteur évidemment bien connu de nos lecteurs qui est Microsoft, qui, on n'arrête pas de le dire, se transforme et je crois qu'on en a encore une nouvelle preuve cette semaine. Alors là, l'idée, l'annonce, c'est qu'on a Edge qui va être disponible sur Linux. Donc c'est pas révolutionnaire, mais enfin c'est quand même intéressant parce que Edge, on se souvient de Internet Explorer, qui était le navigateur monopolistique, qui avait quand même Firefox, mais enfin qui avait une position dominante. Le Chrome de l'époque, on va dire. Voilà, et qui était disponible sur Windows essentiellement. Point. Là aujourd'hui, on a donc Edge, qui est le navigateur de Microsoft. Donc c'est un navigateur qui a été développé sur un projet open source, Chromium. Donc ça, c'est la première chose. Et donc maintenant, ce navigateur, il est disponible sur Linux. Donc ça veut dire qu'on a un navigateur quasiment open source, disponible sur un environnement open source proposé par Microsoft. Donc on voit bien le chemin parcouru au hasard, quasiment la révolution. Alors évidemment, le navigateur n'a plus un caractère stratégique comme il l'avait il y a quelques années, mais néanmoins c'est quand même quelque chose qui était intéressant à mentionner. Alors même si pour l'instant il est disponible en preview principalement destiné aux développeurs sur un site qui s'appelle Microsoft Edge Insider, il va être disponible assez rapidement et c'est principalement effectivement pour orienté, ce sera pas. On sait que Linux sur le poste de travail a une part de marché qui est très faible. Mais en revanche, pour les développeurs, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc c'était, je dirais, une annonce qu'il était intéressant à mentionner. Et autre point, Guy, cette fois-ci, compatibilité entre Windows et l'environnement, comment dirais-je, Chrome OS. Donc là, je dirais que ça procède un peu de la même démarche. Donc on va avoir des applications Windows qui vont être disponibles sur les Chromebooks, donc Chrome OS. Et donc ça, c'est par l'entremise de Parallel Desktop. Alors, on ne va pas faire l'historique de Parallel Desktop. Enfin, l'idée, c'était d'avoir la possibilité d'avoir une partition Windows sur macOS, donc tourner des applications Windows sur macOS. Là, c'est un peu la même chose, mais sur les Chromebooks. Et on sait que les Chromebooks, depuis quelques mois, ont un peu le vent en poupe dans la mesure où... Notamment dans le secteur de l'éducation. Exactement. Dans la mesure où ce sont des appareils extrêmement légers qui n'ont pas la lourdeur qu'on connaît avec Windows. L'intérêt aussi, c'est qu'ils vont pouvoir tourner sur Chromebook, même si ces appareils-là ne sont pas connectés. Parce qu'évidemment, s'il y a cette contrainte-là, il n'y a pas de connexion et ça arrive, ça pose un petit problème. Donc je dirais que ces deux événements montrent bien, alors on le dit et on le redit, mais l'évolution de Microsoft qui finalement devient un peu agnostique pour ses applications Windows et l'open source. Très bien, Guy. Alors, autre tendance lourde dont on n'arrête pas de parler, Guy, c'est le SaaS. Et on a encore, j'allais dire, 2 illustrations cette semaine avec des acteurs qu'on n'attendait pas forcément d'ailleurs sur ce terrain-là, en l'occurrence NetApp et Dell. On commence peut-être par NetApp. Alors, NetApp, c'est à l'occasion de NetApp Insight, dont on a parlé la semaine dernière. Qui a une proposition. L'année dernière, ils avaient fait un premier pas avec leur annonce Keystone. Donc, en gros, Keystone, c'est un peu l'équivalent de GreenLake pour HPE. Donc, c'était un premier pas vers la possibilité de souscrire un abonnement pour les offres de stockage NetApp. Et puis, là, ils vont un cran en plus loin. Ils avaient déjà proposé Flex,
FlexPay, donc c'est une offre de leasing. Et là, ils vont un peu plus loin, qui est Flex Subscription, en anglais, en bon anglais. Donc l'idée, c'est de proposer un abonnement flexible à la consommation pour tout ce qui est stockage fichier, stockage bloc et stockage objet. Donc en gros, les trois principales formes de stockage. Et donc, en fait, pour donner l'idée, c'est que c'est un peu comme, vous vous souvenez, les opérateurs mobiles qui faisaient en gros, toute minute commencée était payée, et ils sont passés à l'offre à la seconde. Là, c'est un petit peu pareil. Principe, ouais. Donc on a une flexibilité, d'où l'appellation Flex, qui est offerte par NetApp sur ces offres de stockage. Et du côté de Dell, alors du côté de Dell, c'est un peu la même démarche, et la démarche Everything as a Service sur l'ensemble des offres qui sont proposées. Donc là, l'appellation, c'est Apex, et donc qui est proposée sur la même console. C'est-à-dire qu'en gros, il sera possible pour un DSI sur une même console d'avoir une offre de type abonnement, souscription, pour l'ensemble des matériels Dell, donc c'est les serveurs, du stockage, du HCI, donc l'hyperconvergence, la totale, totalité de l'offre, si on peut dire. Sur une même console, entre Dell et puis ses partenaires cloud. Donc, je dirais que c'est un peu la même démarche, sachant que Dell n'est pas un opérateur de cloud à proprement parler, mais c'est une possibilité qu'ils offrent à ses clients d'avoir du matériel Dell soit on-premise, soit chez un cloud provider. Très bien. Alors Guy, on a parlé rapidement de Google au travers des Chromebooks. Là, pour le coup, la nouvelle est plus importante. C'est une démarche antitrust au niveau de la justice américaine qui se met en marche. Alors, on a déjà des exemples. On l'attendait, mais ça y est, c'est tombé. Donc, c'est à la fois le gouvernement américain et 11 États, principalement républicains d'ailleurs, entre parenthèses, c'est assez étonnant. Ce gouvernement américain, via le ministère de la Justice, qui engage une initiative antitrust, pour abus de position dominante de Google. Rappelons, alors, dans les arrêtés du document qui a été publié, il est dit que Google est passé d'une start-up un peu décousue, qui mettait en avant l'innovation, à une société finalement prédatrice, donc qui rachète des sociétés pour un peu empêcher l'innovation, et puis qui capitalise sur un marché, donc qui a une position monopolistique. Il est bon de rappeler que Google a une valorisation de l'ordre de 1000 milliards de dollars. Ça varie tous les jours, bien sûr, en fonction de la valeur de l'action, mais c'est l'ordre de grandeur. Pour donner l'équivalent, IBM, c'est 100 milliards et General Electric, c'est 70 milliards. Donc, vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur différemment. Alors maintenant, on ne va pas refaire l'histoire de toutes les démarches antitrust qui ont été engagées par le gouvernement américain. On ne va pas remonter à la Standard Oil des débuts du siècle. En revanche, on peut quand même rappeler qu'il y avait eu une démarche équivalente pour IBM. IBM, qui était étalé sur plusieurs années, près de 7-8 ans, je crois. Et IBM s'était organisé pour pouvoir finalement mettre en place cette coupure de la société. Donc, vous vous souvenez, il y avait la direction des grands systèmes et puis la division ordinateur. Ordinateur, en fait, c'était les IBM 36, 38. À l'époque, il n'y avait pas encore de PC. Voilà. Donc ça, pour IBM, on voyait comment on pouvait faire. Ensuite, il y a eu ATT. Donc ATT, là, pour le coup, je dirais que c'était par consentement mutuel. Il y a bien eu un éclatement qui a donné les Babybel. Et à l'inverse, ATT avait gardé les Bell Labs, donc qui était un peu le joyau à l'époque, c'est-à-dire le laboratoire de recherche très très connu. Et puis avait pu aussi aller sur de nouveaux territoires en lançant une activité ordinateur. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin, c'était quelque chose. Et puis, donc, ça veut dire que tous les Babybel se sont un peu reconsolidés, si je puis dire, rachetés les uns les autres, pour une situation maintenant où on n'a plus beaucoup de concurrence non plus. Plus récemment, il y a eu Microsoft, et celle-là n'a pas abouti pour le coup, sachant qu'on voyait bien comment l'idée qu'il y avait, c'était qu'il y avait Microsoft les OS et Microsoft les applications. Et l'idée, c'était que, en gros, Microsoft
mettait en avant son activité OS pour bénéficier sur le reste de l'activité logicielle. On voyait comment on pouvait la couper en deux, mais ça ne s'est pas fait. En revanche, pour Google, je dirais que là, ça va être plus compliqué parce que comment on va pouvoir scinder l'activité de... Parce que, bon, il y a YouTube, il y a des applications, mais je dirais que l'activité moteur de recherche qui est le cœur de métier de Google, la source des revenus de Google en termes publicitaires, là, franchement, on ne va pas pouvoir couper le moteur de recherche en deux. Donc, ça promet de beaux débats en perspective. Une belle bataille juridique en perspective. Très bien. Et puis on finit, Guy, ce passage en revue de l'actualité par la partie financière avec une session. C'est du côté de chez Intel qui, j'allais dire, remet les choses en ordre, enfin essaye en tout cas, essaie de sa partie activité mémoire non, un coréen bien connu d'ailleurs. Exactement, donc c'est SK Hynix, donc c'est en gros on voit bien Intel essaye de se réorganiser, de se focaliser sur les processeurs. Alors c'est sur l'activité calcul, donc c'est effectivement les CPU, les GPU et puis tout ce qui est, je dirais, processeurs spécialisés. Il y a l'aspect réseau et puis il y a l'aspect Optane. Et Optane, c'est vous savez, les 3X Point, la technologie mémoire un peu spécifique, un peu évoluée, alors que la technologie NAND flash est, je dirais, un peu plus standard. Et donc, comme vous le disiez, cette activité a été vendue aux Coréens, donc SK Hynix, pour 9 milliards de dollars, donc c'est une somme non négligeable, ce qui lui permet de devenir le numéro 3 derrière Samsung, et puis la société Toshiba Memory, donc, qui a été rebaptisée. Donc SK Hynix devient le troisième dans cette activité-là. Donc pour Intel, c'est une étape de plus dans une réorganisation importante, dont on parle déjà depuis un petit moment, avec d'autres qui l'attaquent sur les processeurs. Entre Nvidia sur les GPU, avec ARM sur les processeurs, sans compter AMD. Et puis, très bien dit, et puis alors, le dossier de la semaine dont on voulait parler à nos lecteurs, c'est une étude de Forrester sur les DSI et le cloud en 2021. Alors quels sont, selon ce fameux institut, les grands enseignements? C'est deux études qu'on a regroupées concernant l'évolution des stratégies et des défis qui sont posés au DSI, et puis le cloud. Alors, pour le cloud, en gros, ils ont revu à la hausse les évaluations du marché du cloud pour 2021, qui sont liées à la situation sanitaire qu'on connaît actuellement. Donc ils l'ont chiffré à 120 milliards de dollars. Bon, ça ne vous dira pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est déjà voir à quelle vitesse ça évolue. Donc c'est plus 35%. Donc on voit bien que par rapport à un marché qui évolue, mais pas dans des proportions comparables, c'est quand même une indication intéressante. Et l'autre indication, c'est on peut le comparer, par exemple, quand on fait la somme du marché serveur et stockage, on arrive grosso modo à la louche, si je puis dire, à 100 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on est allé au-delà maintenant avec le cloud. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans les acteurs. Il mentionne Alibaba comme le numéro 3. Donc ça, c'est intéressant parce que, bon, il y a... donc Alibaba passe devant IBM. Voilà, qui passe devant IBM et devant Google. Donc il y a AWS et Microsoft qui sont... Microsoft s'étant rapproché un peu d'AWS, mais qui reste encore assez loin devant. Et Alibaba, donc l'opérateur de cloud chinois, qui devient numéro 3. Donc c'est quand même une indication intéressante. Évidemment, il est bien aidé quand même par un marché intérieur... oui, important, substantiel, on va dire. Et puis, donc l'autre élément concernant les DSI, donc il y a toutes les problématiques qui sont liées à, je dirais, au télétravail, à la situation sanitaire, bon, qui les absorbe énormément en ce moment. Mais il y a une autre idée qui est intéressante, c'est que il y a beaucoup de projets d'intelligence artificielle qui sont mentionnés par cette étude. Et Forrester, finalement, pointe l'idée que peut-être que les DSI vont être un peu marginalisés dans ces approches-là, dans le sens où ces applications d'intelligence artificielle, évidemment, elles concernent au premier chef les métiers, et c'est les métiers qui vont être peut-être plus à la manœuvre que les DSI en tant que, je dirais, opérateur de technologie. Donc, je pense que c'est une idée intéressante.
Et bon, les DSI ont peut-être, en tout cas, c'est peut-être l'objet d'une réflexion pour eux, pour ne pas, pour revenir finalement au centre, parce qu'on sait bien que l'intelligence artificielle, alors comme à la fois, je dirais, pour la gestion des infrastructures, elle va être au cœur. Donc là, je pense qu'ils vont être au premier rang, ça c'est une évidence. Mais pour les métiers, là, pour le coup, il faut qu'ils soient très vigilants pour ne pas se laisser un peu écarter de ces projets-là. Voilà. Très bien. Alors Guy, ça c'était pour la semaine en cours. Et pour la semaine suivante, vous avez retenu 2 voire 3 événements. D'abord OVH. Alors, d'abord il y a OpenText. Donc ça c'est la semaine prochaine, OpenText World. Et puis après les 2 autres, c'est la semaine d'après. Donc il y a OVH Summit qui s'est rebaptisé. Donc c'est expérience. OVH Cloud Ecosystem Experience. Ecosystem Experience. Donc ça c'est le 3, 4, 5 novembre. Donc c'est bon évidemment en virtuel. Hein, on l'a pas mentionné, mais on le dit toutes les semaines. Donc là il y aura 3 conférences plénières. Donc les keynotes, il y en aura une plus institutionnelle, une plus je dirais produit, et puis c'est Octave Klaba qui va parler un peu de tout ce qui est entrepreneuriat. Donc ça c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc ça c'est pour OVH. Et puis l'autre c'est Juniper. Donc là c'est je dirais plus une matinale qui est plutôt destinée à l'Europe. Donc bon là on est plutôt dans l'offre Juniper, on est plutôt dans du standard, exactement. Très bien. Et puis Guy, pour conclure, j'allais dire un peu une bonne nouvelle dans cet océan un peu j'allais dire, entre la crise du Covid, c'est un peu compliqué, avec une population, un événement dont on a déjà parlé l'année dernière d'ailleurs, qui s'appelle The Event, qui est organisé par ce qu'on appelait les streamers, donc c'est des gens qui font des live vidéo sur Twitch et YouTube, et qui ont réussi quand même à lever la bagatelle de 5,7 millions d'euros en l'espace de 48 heures pendant le week-end dernier. Bravo à eux. C'est une belle réussite. Donc cet argent sera reversé à Amnesty International. C'est important de le dire. L'année dernière, alors c'est le nouveau record, l'année dernière, donc ils sont une 60aine de personnes qui sont mobilisées sur cette, comme vous dites, des streamers. Donc je dirais que là, il y a peut-être un gap générationnel. Entre nous, c'est sûr. On ne connaît pas très bien. Donc c'est quand même à signaler. L'année dernière, ils avaient récolté 3,5 millions d'euros qui avait été reversé à l'Institut Pasteur. Donc plus de 2 millions d'euros en un an, voilà, malgré le contexte quand même compliqué. Encore une fois, c'est bravo à eux. Une initiative qu'il était intéressant de mentionner. Très bien. Écoutez, merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite tout d'abord un excellent week-end. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.